Merci de nous accorder cet entretien pour la radio de l'ONU. La destruction du patrimoine culturel au Moyen-Orient se poursuit, mais en même temps, l'UNESCO travaille activement pour reconstruire, restaurer et œuvre aussi à la création de zones culturelles protégées au Moyen-Orient notamment. De votre point de vue, comment est-ce que ces initiatives de restauration pourront aider à la réconciliation des communautés ? Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, c'est une tragédie pour toute l'humanité. Et malheureusement, je dirais que ces actions, cette destruction délibérée des extrémistes avait commencé déjà il y a quelques années au Mali. Et si vous me permettez aussi de faire le pont aussi vers la situation au Mali, parce que c'est très important aussi de comprendre quelle est l'importance du patrimoine pour les communautés locales, pour le processus de réconciliation et aussi pour l'impunité. Je crois qu'ici, il y a différentes questions qui se posent devant nous. Au Mali, vous vous souvenez que les extrémistes avaient détruit les mausolées de Timbuktu. Ils avaient commencé de brûler les manuscrits qui contiennent, je dirais, la sagesse islamique millénaire en ce qui concerne la contribution des savants islamiques à l'astronomie, à la médecine, à la philosophie. Et c'est pourquoi quand je suis allée là, invitée par le président François Hollande, c'était une dizaine de jours après l'action militaire de la France et avec les partenaires, la coalition, de pourchasser les extrémistes de Timbuktu. J'ai vu l'importance pour le peuple malien de la reconstruction, comme vous m'avez posé cette question, la reconstruction de ces mausolées. J'ai promis et nous l'avons fait. Je suis allée là il y a 2 mois, en juillet. L'UNESCO avait reconstruit les 14 mausolées de Timbuktu et j'ai vu aussi la joie dans les visages de la communauté locale. C'est important, le message, c'est important aussi pour la réconciliation du peuple malien. Et après, c'est la question de l'impunité. Je crois qu'on ne doit pas avoir une impunité de ces crimes. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes de guerre reconnus déjà par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nous avons travaillé, j'ai saisi Mme Fatou Bensouda, la procureure de la Cour il y a déjà 12 ans. Nous avons travaillé, nos équipes aussi juridiques et culturelles avec la procureure générale. Et la bonne nouvelle est qu'il y a 3 jours, elle a annoncé déjà qu'il a le premier suspect de les crimes de guerre qui va être jugé par la Cour internationale pénale. Si nous considérons que c'est un crime de guerre, on doit avoir aussi des actions concrètes que les coupables sont mis devant la Cour pénale internationale. Nous travaillons sur le même rail avec Mme Fatou Bensouda sur la Syrie et l'Irak. Je sais que la Syrie et l'Irak n'ont pas ratifié le statut de Rome, mais nous savons aussi qu'il y a plus de 25 000 étrangers qui sont citoyens des pays qui avaient ratifié le statut de Rome. Et je crois et j'espère bien que Mme Fatou Bensouda, elle est extraordinaire, je dirais, dans l'engagement vers la protection du patrimoine, et nous allons réussir. Et l'autre, je dirais, priorité que nous avons à ce moment-là, c'est de stopper le trafic illicite des biens culturels. Parce qu'il y a une demande, et s'il y a une demande, il y a plus, je dirais, de fouilles archéologiques illicites, il y a plus de destruction, il y a plus de financement pour les activités extrémistes et terroristes, et il faut couper ces trafics, ces activités, pour couper aussi le cercle vicieux, la pourchasser et la persécution des minorités, les activités et le trafic illicite des biens culturels. Il y a eu plusieurs réunions ces derniers jours au siège portant précisément sur la lutte contre le trafic illicite culturel. Et au cours de ces réunions, vous avez notamment mis l'accent sur l'importance de l'éducation et pour les jeunes d'acquérir des compétences culturelles. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je crois qu'il est temps de faire face aux problèmes d'une manière
je dirais, plus large. C'est vrai qu'il y a des mesures de la sécurité qui sont dans les compétences du Conseil de sécurité. Il faut faire, je sais que maintenant le Conseil de sécurité est en session de discuter quelles sont les mesures qu'on doit prendre. Mais il y a aussi le côté, je dirais, de répondre à ce nettoyage culturel, parce que je l'ai appelé nettoyage culturel, qui sont liés avec la radicalisation des jeunes, avec les racines de cette radicalisation. Je suis convaincue que tout commence dans les écoles. Il faut que les jeunes aient des compétences culturelles, qu'ils savent, qu'ils connaissent l'histoire, qu'ils savent qu'ils connaissent les autres cultures, qu'ils sont éduqués dans l'esprit de respect. C'est la culture de la paix qui est bien ancrée aussi dans la constitution de l'UNESCO et tout ce que l'UNESCO fait depuis déjà 70 ans, parce que nous allons fêter cette année en novembre l'anniversaire de notre organisation. Largement, je crois que ces questions avaient été ignorées. Et il est temps que nous sommes là aussi pour donner les compétences à cette jeunesse, pour qu'il y ait un esprit de vivre ensemble. Je crois que la globalisation et la géopolitique qui change représente un challenge, défi aussi pour la jeunesse dans beaucoup de pays, mais il faut que l'éducation combattre cet extrémisme violent soit aussi à l'auteur de ces enjeux. Mais un grand défi dans l'immédiat, surtout dans les pays en crise, c'est le fait que l'éducation, je crois, ne touche que 2% du financement humanitaire. Donc comment, de ce fait, peut-on envisager de mettre sur pied des programmes d'enseignement de la culture et de l'histoire? Il y a beaucoup de débats autour de cette Assemblée générale, effectivement, autour de besoin de bien ancrer l'éducation dans les actions humanitaires, les réfugiés, dans les camps de réfugiés, soutenir aussi les pays voisins de la Syrie, comme l'Irak, le Liban, la Jordanie. La pression sur le système éducatif est énorme et c'est, comme vous avez bien dit, c'est seulement 2% de cette aide humanitaire est allouée à l'éducation. Nous faisons un plaidoyer pour que, et effectivement, c'est 10%, c'est 10 fois moins que nous avons besoin dans les camps de réfugiés et aussi largement pour les réfugiés déplacés. Il faut que la communauté internationale fasse face à cette réalité. Je crois qu'il y a une volonté politique beaucoup plus, je dirais, engagée. J'ai été il y a 10 jours à Bruxelles. J'ai discuté cette question avec le commissaire pour l'aide humanitaire, M. Christos Stylianidis. Il a promis qu'il va plaidoyer pour que ça soit au moins 4% de cette aide. Pas suffisante, mais quand même, c'est une avancée assez importante. Je sais que nous travaillons avec l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'éducation, M. Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique, pour la création d'un fonds large, grand fonds sur l'éducation dans les zones de conflit, à part du grand thème de l'éducation pour financement pour l'éducation. Alors, je crois qu'il y a une volonté, il y a un mouvement, il y a une dynamique autour de cette idée, et il faut continuer avec toute la conviction que l'éducation est importante. Vous avez parlé du transfert de cet individu à La Haye, individu qui était accusé d'avoir commis des crimes de guerre dans le cadre de la destruction du patrimoine du Mali. Est-ce que vous pensez que ce transfert aura un effet dissuasif sur le terrain? Avez-vous déjà des échos? Mais je crois que de tout d'abord, il faut, s'il y a un ordre international, s'il y a la loi internationale, il faut le respecter. Et nous ne sommes pas, je dirais, dans le monde aujourd'hui, dans des siècles, il n'y avait pas de telles règles. Il faut respecter tout ce que nous avons adopté comme loi internationale. Merci beaucoup, Irina Bokova.